C'est bon, ça y est, je vous enregistre. Parfait, merci Cécile. Donc, bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents et si nombreux donc, à ce webinaire de présentation des résultats de l'Observatoire mondial du rosé. Alors, c'est une présentation qui va se faire à deux voix. Brice Amato, d'une part, du Conseil interprofessionnel des vins de Provence, qui est responsable du service analyse des vignobles et marchés, et moi-même, Audrey Laurent, qui suis chargée d'études économiques à France Agrimaire, spécifiquement sur la filière vin. Donc, la présentation va durer environ 45 minutes. Ce qu'on vous propose, c'est de présenter sans forcément avoir des questions et de passer avec un temps de questions plutôt à la fin. Vous avez également le chat si vous souhaitez poser des questions en cours de présentation et donc nous reprendrons les questions du chat à la fin. Cette présentation est donc enregistrée, donc je vous enverrai l'enregistrement de la présentation. Vous aurez également le support et puis une synthèse est en préparation et donc nous vous transmettrons également tous ces éléments à la fin de ce webinaire. Alors, nous allons pouvoir… Alors oui, et je vais vous demander de couper, si c'est possible, vos caméras et vos micros, voilà, pour que la présentation puisse être plus fluide de notre côté. Merci beaucoup d'avance et on va pouvoir donc commencer ce webinaire. Et pour commencer, quelques mots donc, sur cet outil, l'Observatoire mondial du rosé, qui est un outil qui s'est construit à partir de 2011 d'une volonté commune de France Agrimaire et du Conseil interprofessionnel des vins de Provence, d'avoir des données sur ce marché du rosé, qui est un marché dont on sentait bien qu'il y avait une dynamique. Et c'est un outil qui est unique au monde sur le suivi d'un produit pour lequel il n'existe pas de définition officielle. Donc, c'est un produit qui est effectivement difficile à suivre. En 2019, c'est 45 pays qui ont été étudiés, une vingtaine d'experts qui ont été consultés pour obtenir les dernières tendances du marché, puisque vous verrez quand Brice Amato vous présentera la méthodologie. Cet outil repose sur un certain nombre d'estimations et donc les experts viennent corroborer ces estimations. C'est le recours également à de nombreux panels consommateurs et même si l'observatoire a démarré en 2011, on a un suivi qui est sur plus long terme puisqu'il démarre en 2002 et cette longue évolution nous permet vraiment de dégager des tendances sur le long terme. Je vais pouvoir passer la parole à Brice Amato qui va rentrer un petit peu plus précisément dans la méthodologie de cet observatoire. Alors oui, quelques mots assez synthétiques sur notre méthodologie. Donc, comme disait Audrey tout à l'heure, le rosé n'est pas toujours différencié des vins rouges. Alors, bien souvent, au niveau local, quand il y a des cahiers des charges type AOP ou IGP, on peut avoir cette distinction-là, mais ce n'est pas systématique. Pour les pays où c'est le cas, où ce n'est pas systématique, du coup, voilà, comme disait Audrey aussi tout à l'heure, on utilise beaucoup des experts avec qui on prend contact sur place pour nous permettre d'identifier le ratio consommation-production de rosé. Donc, si on rentre un tout petit peu plus dans le détail de la méthodologie par indicateur, qu'on va vous présenter ensuite sur la slide suivante, on a donc pour la consommation l'utilisation de panels distributeurs ou plutôt là, du coup, consommateurs qui nous permettent d'obtenir des données exhaustives. Par exemple, en France, nous avons le panel de suivi des ventes en grande distribution. Tout ce qui est scanné en caisse alimente une base de données à laquelle on a accès. On a donc des données très exhaustives. On a aussi l'utilisation de données de monopole de distribution pour les pays qui en disposent, la Suède, le Canada ou la Norvège, par exemple. Et là aussi, ce sont des données très précises. Et il y a le résultat d'enquête consommateur. Pour ce qui est de la production, la méthodologie qu'on peut employer elle se repose sur l'utilisation de données de sources officielles, donc issues de stats fiscales, douanières ou nationales. L'utilisation de données commerciales également, comme les transactions en vrac, par exemple. Et l'analyse croisée, donc là, c'est l'utilisation de données de la consommation pour reconstituer les données de production. En ce qui concerne la méthodologie pour les échanges, les flux mondiaux, donc là, c'est les trois autres indicateurs
les deux autres indicateurs, pardon, import et export. Donc, pour le vin toute couleur, qui est le volume de base de nos analyses, on a la plateforme Trade Data Monitor qui exploite les statistiques des douanes, import et export. Pour le rosé, en dehors de la France, on utilise le croisement détaillé des infos douanières afin d'avoir ces informations entrée-sortie. Et on utilise aussi les données de consommation en pourcentage rosé pour estimer les imports ou les exportations. Et pour les vins rosés français, on a en fait un système de nomenclature douanière sur plusieurs chiffres qui donne parfois la possibilité d'avoir un suivi bien détaillé. Encore un mot sur la méthodologie. Donc, juste pour finir ce point un peu synthétique, il y a plusieurs autres sources de données que nous exploitons, comme l'OIV. Il y a un questionnaire OIV sur les vins rosés qui est soumis aux États membres, aux États membres de l'OIV. Comme on disait tout à l'heure, la sollicitation d'experts également, qui nous permettent de consolider les données, de valider des hypothèses. Et l'analyse par bilan, c'est-à-dire on reprend ces 4 indicateurs qu'on va voir tout le long de la présentation: production, consommation, importation, exportation. Et lorsqu'un de ces 4 indicateurs vient nous manquer, en fait, les 3 autres peuvent nous permettre de retrouver ce 4e. C'est en cas d'information non fiable sur un pays. Voilà pour quelques mots sur la méthodologie. Écoutez, maintenant, on va vous présenter donc, les données 2019 de l'Observatoire mondial du rosé. Comme disait Audrey tout à l'heure, en fin de présentation, donc Laetitia, qui est chargée d'études au CIVP, reprendra les questions que vous pourrez éventuellement poser sur le fil de discussion. Et je sais qu'il y a aussi du coup, Brice Aymar, le directeur du CIVP, qui est présent parmi nous, et je vous invite à intervenir au long de la présentation s'il y a 2-3 remarques à effectuer. Donc, tout d'abord, la consommation. En haut à droite de votre écran, en fait, vous avez le petit sommaire qui va se dérouler. On retrouve les 4 indicateurs. Je vais vous présenter la consommation et la production, et Audrey vous présentera ensuite les importations et les exportations. Alors, ici, sur la consommation, sur la gauche, vous avez l'historique de la consommation mondiale de vin rosé depuis 2002 jusqu'à 2019, avec 23,6 millions d'hectolitres. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle progresse d'environ, en moyenne, 1% par an depuis le début des années 2000 pour atteindre donc 23,6 millions d'hectolitres en 2019. Et en moyenne, sur 17 ans, c'est une augmentation de 10%. Les plus grands contributeurs à cette progression sont, on va le voir un peu plus tard en détail, mais déjà, clairement, c'est l'Europe occidentale et les États-Unis. Et donc, voilà, comme je disais, il y a une progression sur le long terme avec des variations selon les années. Sur les 2 dernières années, 2018-2019, la consommation semble se maintenir sur un palier. Sur la partie de droite, toujours sur la même diapo, vous avez la part de la consommation de vin rosé sur le total vin tranquille. Donc, cette part, on voit qu'elle est également en progression sur le long terme, même si elle semble en très léger recul en 2019. Alors, petit point de contexte, en 2019, c'est sûrement impacté par la baisse de la consommation française, mais également au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. On va revenir dessus un petit peu plus tard. Mais voilà, donc ce qu'on peut retenir sur cette part de la consommation, c'est que depuis quelques années, plus d'une bouteille de vin consommée sur 10 à travers le monde est une bouteille de vin rosé. Ensuite, on a ici une cartographie, donc une cartographie des principaux consommateurs de rosé dans le monde. Comme je disais juste avant, surtout l'Europe occidentale et les États-Unis, qui sont les plus gros consommateurs au monde, avec une consommation de rosé au sein du total vin qui est souvent égal ou supérieur à 10%. C'est les pourcentages que vous retrouvez sous chacun des pays indiqués. Donc, au-delà de États-Unis et Europe centrale, on retrouve aussi plusieurs pays significatifs, comme l'Australie, le Japon, la Russie, l'Afrique du Sud ou encore l'Argentine. Ensuite, toujours sur la consommation, sur la slide, voilà, sur celle-ci, on a 2 cercles. Donc, à l'extérieur, ce sont les données 2019. Et à l'intérieur, ce sont la moyenne des années 2007 à 2011 pour se donner une évolution sur 10 ans. On n'a pas pris l'année 2019 uniquement, on a fait la moyenne autour de l'année 2019 pour voir cette évolution sur 10 ans. Encore une fois, cette année, les 3 principaux pays consommateurs sont en premier la France, suivi par les États-Unis et par l'Allemagne. Et ces 3 pays concentrent plus de la moitié de la consommation mondiale de vin rosé en 2019. Et si on regarde un peu plus attentivement l'évolution de la France,
la consommation de rosé atteint 35% du volume mondial, qui est vraiment très élevé, et c'est même une progression parce que c'est plus 6 points, oui, par rapport à 10 ans, à la moyenne 2009. Voilà, et oui, sur ce graphique aussi, vous avez indiqué à chaque fois les pays en vert, avec les flèches vertes qui sont en évolution sur 10 ans, et ceux dont la tendance est plutôt à la baisse sur 10 ans. Sur la slide suivante, on a un petit peu plus de détails, on a une meilleure vision de cette évolution. Donc ici, on a repris les 6 principaux consommateurs de rosé: France, USA, Allemagne, Italie, Royaume-Uni et Afrique du Sud. Et si on regarde donc un peu les autres pays que ce top 3 dont je viens de parler, si on regarde l'Italie, qui est 4e, et qui est la courbe verte, donc on peut voir que la consommation italienne de rosé, qui n'avait de cesse de chuter depuis 2005, semble depuis 3-4 ans se stabiliser au-dessus du million d'hectolitres consommés. Côté Royaume-Uni, comme je le disais précédemment, on a une consommation de rosé qui est en baisse en 2019. Alors là aussi, un petit point de contexte, ça semble plutôt conjoncturel, peut-être dû aux incertitudes liées au Brexit cette année-là, car en 2019, le Brexit a été reporté 3 fois. Nous, de notre côté, au CVP, donc pour les vins de Provence, en fait, on constate une consommation 2020, l'année d'après, 2020, très élevée. Il y a vraiment une très forte reprise de la consommation en 2020. Donc voilà, 2019, c'est peut-être momentané ou conjoncturel pour ce pays-là. Et on peut noter aussi que l'Espagne, on ne le voit pas sur ce graphique parce que l'Espagne est en 7e position, juste derrière l'Afrique du Sud. Mais l'Espagne, on peut noter que c'est un pays qui croît pour la première fois en 2019 après plus de 10 ans de baisse. Toujours sur la consommation, mais alors un autre indicateur, ici on a la consommation moyenne de rosé en litres par habitant. Alors, au centre là, de l'écran, vous voyez le podium. Donc, si Uruguay et Chypre sont ici mis en avant avec ce critère-là, pour nous, ce n'est pas l'info à retenir, ce n'est pas l'info primordiale. Il ne s'agit pas de gros consommateurs en volume absolu. Puis la consommation en Uruguay, c'est une consommation très, très locale. Mais on pense plutôt que l'intérêt se situe sur 2 autres pays. La France, avec une consommation annuelle de vin rosé par habitant particulièrement haute, plus de 15 litres par habitant par an, donc loin devant tous les autres. Et l'autre info intéressante, on le notait l'année dernière, sur 2018, mais on le revoit encore cette année, c'est les États-Unis. Car malgré la hausse de la consommation sur le long terme sur ce pays-là, en fait, on voit que la consommation en moyenne par litre par habitant est que de 1,3 litres. Donc, ce n'est même pas de bouteilles par an. Donc, en fait, malgré qu'on parle ici du 2e consommateur mondial, on se dit que la croissance n'est peut-être pas encore terminée, que la phase de maturité du marché n'est peut-être pas encore atteinte et qu'il y a peut-être encore une marge de progression sur ce pays-là. Donc, au final, sur cet indicateur, là, vous avez repris donc, les 10 premiers pays pour cet indicateur conso litres par an par habitant. On voit bien que la grande majorité, 9 des 10 plus gros consommateurs de rosé par an par habitant, sont européens. Donc voilà pour la première partie sur la consommation. Je vais maintenant vous présenter les données, on retrouve un peu la même schématique, la même architecture de présentation, mais sur la production. Alors, la production mondiale de rosé est relativement stable. Là, vous voyez la courbe qui fluctue beaucoup, mais regardez l'échelle des ordonnées, c'est un zoom entre 10 et 26 millions. Sur le long terme, on est quand même relativement stable. Elle était de 22,4 millions d'hectolitres en 2002. Elle atteint 23 millions d'hectolitres en 2019. Et sur les 2 dernières années, on a vu des productions et des récoltes de rosé progresser de manière assez dynamique après une année 2017 qui était particulièrement basse. Alors, comme pour la consommation, sur la droite, vous avez la part de rosé, du rosé dans la production totale de vin tranquille. Et on voit que là aussi, on est sur une progression sur le long terme, depuis le début des années 2000. Et en 2019, en fait, c'est presque 10%, donc ça veut dire que c'est presque une bouteille de vin produite sur 10 dans le monde qui est rosé. Sur la présentation, la slide suivante, on a ici à nouveau une map world avec en rosé foncé les principaux pays producteurs. On retrouve l'Europe et les États-Unis là aussi. Et en rosé clair, en rose clair, les nouveaux pays producteurs. Donc, en fait, on parle de nouveaux pays producteurs quand il y a un double critère qui est respecté. Donc, quand l'évolution moyenne sur 10 ans est supérieure ou égale à 50%, mais dans le même temps, lorsqu'on regarde les volumes vraiment les volumes absolus, on est égal ou supérieur à 50 000 hectolitres.
Donc, ces nouveaux pays producteurs par rapport à ceux qu'on avait identifiés l'année dernière restent inchangés en 2019, à part la Nouvelle-Zélande qui fait son entrée parmi eux. Donc, la production mondiale de rosé en 2019, elle est de 23 millions d'hectolitres. Le top 10 des pays producteurs reste inchangé. La France est toujours le premier producteur. La France, elle seule, vous voyez, 34%, donc représente plus du tiers de la production mondiale de rosé, en ayant en plus une progression, plus 10 points en 10 ans. L'Espagne, deuxième producteur mondial de rosé, qui était déjà l'année dernière le reste, reste à cette position. Et si on prend le top 3, donc France, Espagne et USA, le top 3 regroupé, en fait, à eux seuls, ils représentent plus de 7 bouteilles de rosé produites sur 10 à travers le monde. Donc, il y a vraiment une domination de la production mondiale de rosé pour ces 3 pays. Sur la slide suivante, on retrouve, comme tout à l'heure, donc c'est un peu plus visuel, on voit l'évolution sur les 17 dernières années des principaux pays producteurs. Là, il y a les 5 principaux, hein, France, Espagne, USA, Italie, Afrique du Sud. Et donc, comme tout à l'heure, sur ce graphe-là, si on met de côté le top 3 et qu'on regarde donc, encore une fois l'Italie, 4e au niveau de la production mondiale de rosé, mais on voit que sa production a été divisée par 2 en 10 ans. Et malgré un léger regain perçu en 2018, elle semble repartir à la baisse en 2019 avec environ 2,2 millions d'hectolitres. Voilà, ce qu'on peut noter aussi, ce qui saute un peu aux yeux sur ce graphique, c'est l'évolution des 2-3 dernières années pour la France et l'Espagne, où on voit qu'il y a une assez forte progression depuis 2018. Alors, pour terminer avec cette première partie sur consommation et production, on vous propose deux slides qui vont mettre en parallèle ces 2 indicateurs. Alors, sur celle-ci, en fait, vous avez le solde production-consommation de rosé par pays sur les 3 dernières années, 2017, 2018 et 2019 en rose plus foncé. Alors, clé de lecture du graphique, les indicateurs qui vont sur la gauche, enfin les bâtons qui vont sur la gauche, signifient que la consommation pour ces pays-là est supérieure à la production. Et à l'inverse, quand les indicateurs, les bâtons, pardon, vont sur la droite, là, c'est que les volumes de production sont supérieurs au volume de consommation. Donc, ce qu'on peut retenir, si on regarde les pays sur ce schéma-là, sur ce graphique-là, c'est le bilan de la France qui a une consommation supérieure à sa production. D'ailleurs, c'était assez fortement déséquilibré en 2017, en raison de production qui était en forte diminution et d'une consommation toujours en croissance. En fait, on voit que ce déficit s'est quand même rattrapé en 2018 et en 2019 grâce à une forte augmentation de la production française. Et alors, tout en bas, à l'opposé, en bas du graphique, on a les données de l'Espagne. Alors là, c'est l'inverse. L'Espagne est très clairement un pays plutôt producteur plutôt qu'un pays consommateur. Donc, ce graphe, en fait, est une bonne transition avec les parties sur les échanges et les flux mondiaux d'importation et d'exportation que va vous présenter Audrey. Juste pour, avant ça, une dernière slide pour terminer cette analyse production-consommation qui rappelle tout simplement, qui synthétise les principaux chiffres. Donc, vous avez sur la gauche de votre écran la production, 23 millions d'hectolitres de rosé produits en 2019, avec, dans l'ordre, dans le top 3, France, Espagne, USA, qui représentent 74% de la production mondiale. Et sur votre droite, vous avez la consommation, 23,6 millions d'hectolitres, avec, dans l'ordre, France, USA, Allemagne, et AE3, qui représentent 57% de la consommation mondiale. Donc voilà pour cette première partie. Écoute, Audrey, je t'invite à prendre la main et présenter les flux mondiaux. Merci Brice. Donc, nous passons aux échanges de vin rosé et tout d'abord aux importations de vin rosé. Donc, un chiffre qui est important de retenir, c'est le volume de vin rosé importé en 2019, qui est de 10,4 millions d'hectolitres, qui est légèrement en baisse par rapport à 2018, puisqu'il était de 10,9 millions d'hectolitres. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'entre 2002 et 2019, la proportion de vin rosé importé dans la consommation mondiale de vin rosé a fortement progressé
et elle atteint 43% en 2019. Ce qui veut dire que plus de 4 bouteilles de vin rosé sur 10 a traversé une frontière avant d'être consommée. Cette part n'est que de 41% pour les vins tranquilles 3 couleurs. Donc on voit qu'on a un dynamisme qui est plus important, en tout cas pour les échanges de vin rosé que pour les échanges 3 couleurs. Et cette part donc, dépasse pour la première fois la part des vins tranquilles importés. Donc, si on regarde l'évolution depuis 2002 des principaux importateurs de vin rosé, on voit la France qui est leader des importateurs de vin rosé en volume, avec une très forte croissance jusqu'à à peu près en 2015. Et ensuite, on a un palier. Entre 2018 et 2019, on a une légère croissance puisqu'on a plus 5% d'évolution. Suivent l'Allemagne en deuxième position et le Royaume-Uni en troisième position. On voit que là aussi, depuis quelques années, on est plutôt sur une évolution stable et une légère baisse entre 2018 et 2019. Et ce qui est intéressant de voir, c'est les États-Unis, où pour le coup, depuis 2002, on a une croissance qui est continue pour ce pays, de ces importations de vin rosé en volume. Donc ici, à gauche, vous avez les principaux importateurs de vin rosé en volume, en part de marché, et mis en regard de la valeur. Donc, ce qui est intéressant de voir, on retrouve la France qui domine les importations en volume de vin rosé avec 29% de part de marché, suivi par l'Allemagne en deuxième position, le Royaume-Uni et les États-Unis avec 9%. Quand on regarde la valeur, on a un schéma qui est complètement différent, en tout cas notamment pour la France et les États-Unis, puisque cette fois, ce sont les États-Unis qui sont le premier pays en termes de part de marché importateur en valeur de vin rosé avec 23%, et la France est à 9%. Donc, ces places opposées traduisent aussi des positionnements différents sur les marchés d'importation. On a les États-Unis qui vont importer davantage des vins rosés haut de gamme, tandis que la France va plutôt importer des vins rosés entrée de gamme. Et ça, on le voit notamment lorsque l'on regarde les prix moyens d'importation. C'est la diapositive suivante. La France, on a un prix moyen de 0,5 € par bouteille 75 centilitres. Les États-Unis, on voit, on a un prix moyen à 4,2 € par bouteille 75 centilitres. Donc là, ceux qui vous sont présentés, attention, c'est les prix douane des parts pays exportation, des parts pays exportateurs, ce ne sont pas les prix consommateurs. Et donc, on a bien rapporté à la bouteille 75 centilitres. La moyenne pour les 10 principaux pays importateurs, c'est 1,6 € par bouteille 75 centilitres. Et on voit qu'on a vraiment une forte hétérogénéité en fonction des marchés. Vous voyez l'Allemagne qui est, comme la France, plutôt importateur de vin entrée de gamme. Et on voit la Suisse, le Canada ou le Japon qui, comme les États-Unis, sont plutôt positionnés sur des marchés plus haut de gamme. Et enfin, le Royaume-Uni, la Belgique et les Pays-Bas qui importent plutôt des vins moyenne gamme. Alors attention, on est sur des prix globaux, des prix moyens. En fonction des pays, on peut avoir malgré tout des fortes hétérogénéités en fonction des gammes de prix. Et ici, on est toujours sur le prix et on regarde en évolution entre 2014 et 2019. Donc, si on regarde la moyenne des 10 principaux pays importateurs, on voit qu'on a une progression globale du prix moyen à l'import des vins rosés, qui est portée notamment, on le voit, par les États-Unis, également par la Suisse, aussi par la Russie. Donc, on a sur ces pays une montée en gamme progressive des importations. Et on voit, là, pour la France, en revanche, on est sur une évolution qui est plutôt stable, et de même pour l'Allemagne. Ce qui est intéressant de voir sur ce graphique, donc là aussi, on compare en rose foncé l'année 2019 avec la moyenne 2007-2011, donc centrée sur 2009, et on regarde la croissance ou la décroissance par rapport à la moyenne 2007-2011. Des importations de vin rosé. Et ce qu'on voit, c'est la très forte progression des importations françaises de vin rosé. On a une croissance de 1,2 million d'hectolitres, ce qui représente 47% de l'évolution des volumes à l'échelle mondiale sur 10 ans. Donc, la France est un des moteurs vraiment de la dynamique des échanges de vin rosé.
Malgré tout, on a d'autres pays qui développent fortement leurs importations de vin rosé, comme on le voit sur le graphique. Les 2 seuls pays qui sont en repli par rapport à la moyenne 2007-2011, ce sont les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Après les importations, on passe maintenant sur les exportations de vin rosé. Donc là encore, on regarde en termes de part de marché et on compare le cercle extérieur qui est l'année 2019 avec le cercle intérieur qui est donc la moyenne 2007-2011. Et donc ce qu'on constate, c'est qu'en 2019, l'Espagne domine très largement en termes de part de marché les exportations en volume de vin rosé, avec 41% de part de marché, suivi par l'Italie avec 15% de part de marché et la France avec 14% de part de marché. Donc on a un tiers des exportations qui sont portées par ces 3 pays. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a vraiment eu une forte évolution entre 2 pays, l'Espagne et l'Italie, puisque sur la moyenne 2007-2011, c'était l'Italie qui dominait très nettement les parts de marché en volume des exportations de vin rosé avec 38%. Donc ça traduit bien, on l'a vu tout à l'heure, pour l'Italie, on a eu une très forte baisse de la production de vin rosé et on a eu en fait une réorientation des volumes de vin rosé produits pour l'exportation avec une montée en gamme des vins rosés italiens exportés. La France, on voit, elle a développé ses exportations, enfin en tout cas sa part de marché de vin rosé exporté. Et enfin, les États-Unis, on voit qu'on a une part de marché qui est restée stable sur les 10 ans. Donc, même type de présentation que tout à l'heure, on met en regard les parts de marché en volume avec les parts de marché en valeur. Et ce qu'on constate, c'est que notamment l'Espagne et la France ont vraiment des positionnements là aussi très différents, puisque l'Espagne, c'est, on l'a dit tout à l'heure, 41% de part de marché en volume, et c'est seulement 18% de part de marché en valeur. La France, 14% de part de marché en volume, et c'est 34% de part de marché en valeur pour les exports. Donc on a vraiment sur la France plutôt des exportations de vins rosés embouteillés et plutôt haut de gamme, tandis que l'Espagne, on a plutôt des exportations de vins rosés plutôt entrée de gamme. Les 3 pays ont même une place plus importante si on compile leurs 3 parts de marché, on arrive quasiment aux 3/4 de la valeur exportée. À noter également qu'on a 2 pays, le Chili et l'Afrique du Sud, qui ont une stratégie d'exportation un peu similaire à celle de l'Espagne, puisqu'on a plutôt des exportations de vins entrée de gamme, de vins rosés entrée de gamme. Voilà, et donc ça se traduit directement sur les prix moyens à l'export. Donc, on retrouve notre prix moyen d'1,6 € par bouteille 75 centilitres pour ces 7 pays. Donc, c'est quasiment 90% du total des importations en volume, ces 7 pays. L'Espagne, l'Afrique du Sud et le Chili, on le voit avec des prix moyens à l'export pour leur rosé vraiment très inférieurs à la moyenne. Et puis la France qui domine largement. Et l'Italie et l'Allemagne qui se positionnent également sur un marché d'exportation principalement haut de gamme. Là également, comme tout à l'heure, on regarde en termes d'évolution du prix moyen. Ce qu'on constate, c'est que là aussi, on a eu un marché qui évolue à la hausse, un marché qui a monté en gamme pour les vins rosés, porté notamment par l'augmentation du prix moyen des exportations françaises de vins rosés, mais également, et ça traduit ce que je vous expliquais tout à l'heure sur le repositionnement des vins italiens, une progression du prix moyen à l'export des vins rosés italiens. Et donc, on en arrive à cette cartographie qui fait un bilan des exportations et des importations. Et on voit vraiment un gradient entre, au nord, les bulles que vous voyez en vert, qui sont des importateurs nets, c'est-à-dire que les importations dépassent de manière significative les exportations de vin rosé, et les exportateurs nets qu'on voit très précisément plutôt positionnés au sud de la map monde, dont effectivement les exportations de vin rosé dépassent très largement leurs importations. Et donc, on a des pays vraiment avec des stratégies très différentes. On a notamment, on le voit, l'Espagne qui est le premier exportateur net, suivi de l'Italie, mais également le Chili ou encore l'Afrique du Sud, qui sont des pays, on l'a vu, où la consommation est stable, voire en baisse, ou en tout cas qui sont des pays qui sont de plus petits consommateurs,
qui ont une production importante de vin rosé, qui vont réorienter donc leur production plutôt à l'exportation. On a des pays comme la France, où on l'a vu, on a une consommation intérieure de vin rosé qui est importante, mais également un pays qui exporte des vins rosés et donc qui a nécessairement besoin d'importation pour couvrir la demande à la fois sur son propre marché, mais aussi sur ses marchés d'exportation, et donc qui importe plutôt des vins entrée de gamme. Et enfin, deux pays, le Royaume-Uni et l'Allemagne, on voit qu'ils sont également deux forts pays importateurs nets de vins rosés, qui sont peu producteurs, voire pas producteurs de vin rosé, et qui ont une consommation de vin rosé qui est malgré tout importante, et donc qui ont besoin des importations pour couvrir ce marché. Voilà en synthèse, et donc nous allons pouvoir passer à la conclusion globale de la présentation. Brice, je te laisse la main sur la consommation et la production. Alors pour conclure avec tout ce qu'on vous a présenté, juste une parenthèse que j'aurais pu donner en tout début de présentation sur cette chronologie, on va dire, de l'observatoire. Pourquoi on présente des données 2019 et pas 2020? En fait, toute l'année 2020 est consacrée au recueil, à l'analyse, à la consolidation, à la reanalyse des données, et ça, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Donc en fait, tout le long de l'année 2020 et même le début de l'année 2021, puisque la dernière a été assez particulière, donc ça nous a pris un peu plus de temps, on a analysé tous les données 2019. Voilà, c'est juste une question que je voulais vous donner. En conclusion, sur tout ce qu'on vous a présenté, donc la consommation, elle progresse depuis 15 ans. Elle semble toutefois se maintenir depuis 2 ans, enfin depuis 2018. Les deux principaux pays consommateurs restent encore en 2019 la France et les États-Unis. Alors, quelques rappels contextuels sur ces deux pays. Si on se rappelle l'année 2019 en France, on a eu un été qui était particulièrement impacté par la canicule, fin juin, début juillet. Il y a eu aussi cette année-là le phénomène, les actions liées aux gilets jaunes. Et aux États-Unis, il semble depuis quelques années y avoir une réorientation de la demande du blush vers le rosé clair. Donc, il y aurait peut-être une augmentation du rosé clair un peu plus marquée et qui serait, entre guillemets, cachée par la diminution du blush dans les chiffres qu'on vous présente. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va… C'est pas évident, mais c'est quelque chose qu'on va creuser à l'avenir pour vraiment bien identifier cette part du blush et du rosé clair. Autre élément marquant aux États-Unis à avoir en tête quand on parle de l'année 2019, il y a eu le shutdown le plus long de l'histoire, hein, ça a duré plus d'1 mois. Il semble aussi qu'aux États-Unis, cette année-là, il y a eu un record de canicule en septembre. Voilà, c'était quelques infos de contexte. Alors, si on revient à nos chiffres, sur la consommation, ce qu'on peut noter aussi, c'est que les plus petits pays, les petits pays consommateurs, ceux qui sont en dehors du top 10, ont des volumes de consommation décroissants. En moyenne, ils perdent 5 points en 10 ans. Donc, il y a une concentration de plus en plus forte de la consommation de rosé sur cet indicateur qui est la consommation. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a une certaine tension sur l'approvisionnement, c'est-à-dire qu'on consomme plus de rosé que ce que l'on en produit. En 2018, on semblait être redevenu positif avec une production supérieure à la consommation, mais voilà, en 2019, on retrouve cette tension de marché. Pour la production, elle reste stable depuis 15 ans et semble en légère baisse en 2019 par rapport à 2018, mais qui avait été une année très dynamique en termes de production de rosé. D'ailleurs, on peut rappeler que la récolte de rosé en 2018 avait vraiment été exceptionnelle. 2019 semble du coup un peu plus un retour à la production, une production de niveau normal. Alors, on note aussi que la part du vin rosé dans la production de vin tranquille progresse. Hein, comme on le voit tout à l'heure, c'est maintenant une bouteille de vin produite sur 10 qui est une bouteille de rosé. Et la production du vin rosé par le top 3, France, États-Unis, Espagne, représente 57%, donc pas loin de 6 bouteilles sur 10, des volumes totaux. On note aussi que la production de rosé italien est en baisse, mais à l'échelle mondiale, on voit que c'était compensé par plusieurs pays comme
comme l'Afrique du Sud, le Chili et plusieurs autres pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. Là, on voit que depuis 10 ans, on assiste vraiment à un net développement de ces pays qu'on voyait tout à l'heure, les nouveaux pays producteurs de rosé. Donc, voilà ce qu'on peut retenir à notre sens sur ces deux indicateurs. Et Audrey, du coup, je te laisse conclure sur les flux. Merci Brice. Et donc, voilà ce qu'on peut dire pour conclure sur les échanges de vin rosé. Donc, on l'a vu, le vin rosé, c'est un produit qui s'échange de plus en plus au niveau mondial. On a vu la part des vins rosés importés dans la consommation mondiale de vin rosé qui était de 43%. Et on l'a dit, qui dépasse pour la première fois de manière significative la part des vins tranquilles 3 couleurs importés. En termes de valeur, on a des flux mondiaux, je n'avais pas reprécisé ce chiffre, mais donc vous l'avez là, qui atteignent 2,3 milliards d'euros. Et donc, ce qui fait une valeur au litre, cette fois pas à la bouteille, au litre, de 2,1 euros. 4 principaux marchés d'importation, on l'a vu, qui sont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, qui représentent la forte majorité des volumes importés, puisqu'on est à 61% de part de marché en volume et 54% en valeur. Avec la France qui domine très largement le marché des importations en volume, tandis qu'en valeur, ce sont les États-Unis. Et puis, en termes de pays exportateurs, la France, l'Espagne et l'Italie, qui sont le trio de tête, qui représentent 2/3 des exportations mondiales en volume et les 3/4 en valeur. Ce qui est important de retenir aussi sur ces échanges et dont je n'ai pas parlé, c'est les flux de l'Espagne vers la France, qui sont quand même des flux qui donnent une forte dynamique globale au marché, puisqu'ils représentent 20% des échanges mondiaux en volume, mais 5% en valeur. Voilà, donc ça, c'est intéressant d'avoir également cet élément en tête. Nous en avons fini avec cette présentation. Merci beaucoup pour votre écoute. Je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. Peut-être je vous propose de commencer par les questions qui ont été posées dans le chat, et puis on pourra ensuite, dans un deuxième temps, passer à vos questions plus en direct. Merci beaucoup. Alors, je vais laisser du coup la parole à Laetitia. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de questions. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, Audrey et Brice, pour cette présentation de qualité. Alors, nous avons quelques questions dans le chat. Alors, il y a les premières questions ont déjà été répondues dans le chat par le directeur du CIVP, Brice Aymar. Il y a d'autres questions, donc je vais vous les poser par ordre dans lesquels elles sont apparues. Donc, une question concernant l'impact de l'homologation du Prosecco en rosé. Donc, de souvenir, ça a été acté en 2018. Est-ce qu'on a agit sur le marché italien au niveau de la production et ou au côté exportation? Alors, on n'a pas le détail de type de rosé. Par contre, Audrey, j'imagine que de toute façon, on part dès le départ sur du vin tranquille. Donc, le Prosecco, je pense qu'il est exclu d'office des chiffres qu'on peut présenter. Oui, tout à fait. Alors, on ne l'a pas forcément reprécisé dans la méthodologie, mais effectivement, lorsque l'on regarde les données que l'on récolte, effectivement, concernent uniquement le rosé tranquille. On exclut complètement la part des vins effervescents de l'analyse. Donc, évidemment, de fait, les vins effervescents rosés ne sont pas pris en compte. Est-ce que ça répond à la question? D'autres questions concernant les exportations de rosé au niveau de l'Espagne. Oui, la personne a répondu que vous avez bien répondu à sa question. Alors, je passe à d'autres questions. Donc, concernant l'exportation de rosé d'Espagne, est-ce qu'on a une idée de la part de vrac exportée par l'Espagne? Oui, alors je ne l'ai pas en tête, mais c'est la majorité des volumes qui sont exportés.
C'est plus de la moitié des volumes qui sont exportés. Je pourrais vous retrouver le chiffre exact, que je n'ai pas en tête là, mais effectivement, dont une forte partie effectivement vers la France. Oui, donc ça répond à une autre question que nous avons, qui était la part des exportations espagnoles qui est destinée à la France. Voilà, tu réponds à cette question-là également. Une grande partie des exportations de rosé en vrac d'Espagne sont exportées vers la France. Je crois que c'est 55% des rosés, Ouais. Espagnols qui sont exportés vers la France, en volume. Ouais. Oui, c'est ça. Et alors, du coup, j'en profite pour répondre à une autre question qui est liée. Non, après, on n'a pas le suivi du réexport. Ça, on suit les exportations, par exemple, l'Espagne vers la France, mais ensuite, ce qui resterait en France pour la consommation française ou ce qui serait réexporté, on n'a pas ce suivi-là. Ça, c'est assez difficile à suivre d'ailleurs, puisqu'on s'appuie sur les statistiques douanières de l'Espagne, et donc on voit uniquement le pays départ, et c'est compliqué effectivement de suivre ensuite les potentielles réexportations qui pourraient être faites de ces vins. Bon, merci. Je vais rester dans le type de question encore de suivi des volumes. On a une question de Florian Angevin. Est-ce qu'on connaît la destination des fortes importations françaises ? Dans le sens forte, peut-être, oui, en volume. Est-ce pour la consommation ou est-ce pour une transformation en d'autres produits ? Alors, je pense qu'il y en a effectivement une partie qui est destinée à la consommation et effectivement, il doit y avoir également une partie à la transformation. Par contre, je n'ai pas du tout le ratio de l'un et de l'autre. Mais a priori, oui, les volumes qui sont importés par la France, les volumes entrée de gamme importés par la France vont être destinés à ces deux marchés. Voilà. Par contre, dans l'observatoire, nous n'avons pas la possibilité d'avoir vraiment cette distinction. Je reste encore sur les questions qui s'intéressent au devenir des exports. Je pense que vous nous avez déjà répondu à la question, mais une question, est-ce que le rosé exporté par l'Allemagne est-il du rosé produit en Allemagne ou alors correspond au réexport en fait, de hard discounters de type Lidl, Aldi? Oui, on peut supposer que c'est une forte partie qui est réexportée. Il faudrait qu'on re-regarde exactement les chiffres de production en Allemagne, mais au regard du marché global, ils sont assez faibles. Effectivement, on peut vraiment mettre l'hypothèse que c'est plutôt de la réexportation. Brice, je ne sais pas si tu veux juste apporter deux mots peut-être sur la partie production allemande. Non, je pense aussi qu'il y a une grande part de réexport, mais il faudrait qu'on retourne dans notre base de données pour vraiment pouvoir estimer ça au plus juste. C'est vraiment compliqué de suivre ces volumes réexportés. Mais je pense d'autant plus qu'effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure sur les marchés, sur les marchés à l'importation, on a vu que l'Allemagne importait notamment des vins entrée de gamme. Donc effectivement, on peut supposer qu'une forte partie est réexportée, oui. Merci. Je vais passer à un autre type de question qui est plutôt qualitative. Une question: quelles sont les tendances qualitatives du marché du rosé, notamment en matière d'attrait de couleur ou de style organoleptique? Alors, ça, c'est vrai que ça dépend des marchés, mais il y a quand même une tendance plutôt globale qui va vers le rosé plutôt sec et plutôt clair. D'ailleurs, comme on le disait tout à l'heure, sur les États-Unis, qui pèse énormément dans la consommation mondiale, c'est quelque chose qu'on va essayer de mieux creuser quand on parle du blush, hein, de pouvoir identifier la tendance du blush qui visiblement est à la baisse et cette tendance, cette évolution du rosé clair qui là semble plutôt en progression. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va analyser aussi par la suite. On va se faire un focus dessus. Il y a aussi autre chose, c'est que l'Observatoire mondial du rosé, tous les ans, on met à jour ces indicateurs, les 4, prod, conso, import, export, mais régulièrement, et on est en train de le faire, justement, on fait on appelle une mission qualitative.
Donc là, on est sur le quanti, on fait une mission qualitative où on fait un peu un relevé d'offres et un tour d'horizon tour mondial des différents types de rosés qui existent. Donc ça, c'est des données. On travaille quelles données déjà, Audrey? C'est sur l'année 2020, du coup, ça serait les données 2020. Oui, en fait, on a réalisé ce relevé d'offres en 2018 et on réalise à nouveau ce relevé d'offres cette année en 2021. Donc, ce sera vraiment les données de l'année, les données 2021, puisque le relevé d'offres est en cours. Donc, ce qui nous permettra de voir un petit peu justement l'évolution par rapport à 2018. Donc, comme l'a dit Brice, ce relevé d'offres, nous ne le faisons pas tous les ans pour pouvoir vraiment se laisser le temps de mesurer des évolutions. Mais nous avons pu le faire également par les années précédentes 2018 et on voyait effectivement globalement qu'on avait des rosés de plus en plus secs sur les marchés et également on va dire un éclaircissement global du vin rosé et une montée en gamme des vins rosés clairs. Et sur les questions, parce que j'ai vu quelques questions aussi sur l'évolution des prix, c'est aussi cette dimension-là de l'observatoire qui nous permet de faire les relevés d'offres, les relevés également de prix sur les marchés, de voir les évolutions. Brice, je fais juste une petite intervention sur la couleur précédente, sur la question précédente sur les couleurs. Pour préciser que le Centre du Rosé suit aussi cette donnée au travers du Mondial du Rosé et a les mêmes résultats que l'Observatoire du Rosé qualitatif, avec une évolution régulière vers des couleurs plus secs et des couleurs plus pâles et des rosés secs. Donc oui, il y a une tendance de fond depuis plusieurs années maintenant et qui continue. Est-ce qu'on a encore quelques questions dans le chat ou est-ce que l'on passe à, voilà, si vous avez des questions que vous voulez poser plus en direct? Je pense qu'il y a une question auquel vous pourrez répondre lorsque vous aurez du coup les résultats de votre relevé d'offres. Mais au vu de ce que vous présentez en fait concernant donc pour l'année 2019, une consommation supérieure à la production, mais il se pourrait qu'il y ait une tension sur les approvisionnements. Peut-on s'attendre à des hausses de prix en fait sur les bouteilles dans les futures années? Alors, on constate plutôt à chaque fois ce qui s'est passé avec un an et demi de décalage. Le relevé d'offres pour nous donner un peu plus d'infos là-dessus, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Quelque chose qu'on ne fait pas, on n'estime pas les évolutions de consommation, les évolutions de prix payés par le consommateur. On a plutôt tendance à le constater après coup et pas faire d'hypothèses sur ça. Ouais, j'interviens là sur la question du prix. Alors d'un côté, il y a deux éléments à prendre en compte. Il y a l'offre-demande, et de toute façon, comme pour tout produit, effectivement, s'il y a une demande qui est supérieure à l'offre, il pourrait y avoir des hausses de prix, mais ça se voit vignoble par vignoble. Ça dépend de la situation de chaque vignoble, du stock qu'il a et des niveaux de récolte, parce qu'on s'aperçoit aussi que certains vignobles qui ne produisent pas majoritairement du rosé, en fait, du coup, la production de rosé est très fluctuante en fonction des années. Donc là c'est le jeu de l'offre et la demande qui se fera. L'autre, elle est plus côté marché, c'est qu'on constate une montée en gamme et une premiumisation de la consommation de rosé et de la demande des consommateurs, alors qui est très marquante en Amérique du Nord, parce qu'ils ont changé de type de rosé consommé, mais qui est maintenant aussi observé sur les pays européens, qui étaient traditionnellement plus consommateurs de bas prix, et on voit depuis 2-3 ans qu'on arrive sur des consommations à des prix plus élevés avec une recherche de qualité un peu plus forte. Donc là, on observe une hausse des prix. Ce n'est pas qu'une question de disponibilité, c'est aussi une question de demande des consommateurs qui est un peu plus sophistiquée aujourd'hui. Je vous remercie, Brice. J'ai peut-être une dernière question pour le futur. Est-ce que vous comptez, dans l'Observatoire mondial du rosé, introduire la notion de vin biologique à l'avenir? C'est une bonne question. Alors, je pense que déjà, avoir des données comme on le présentait au départ sur le rosé, c'est
compliqué. Donc, je pense que sur le vin bio rosé, ça serait d'autant plus compliqué, en tout cas sur ces indicateurs-là, production, consommation, importation, exportation. En revanche, sur le relevé d'offres, nous avons effectivement demandé à ce que on puisse cibler en tout cas cette notion de bio ou non bio, qu'en tout cas elle puisse être également relevée. Donc effectivement, on pourra avoir des informations plutôt par cette voie. Mais voilà, en tout cas sur la présentation que l'on vient de vous faire sur cette partie de l'observatoire, ça semble beaucoup plus compliqué. Bonjour, j'avais une autre question dans le chat. Est-ce que vous avez des éléments sur les concepts ou les marques qui performaient le mieux en rosé? Pour quel marché, en général? Oui, en général. Alors, ce que je précisais, c'est sur des concepts ou des marques françaises et à l'international. Est-ce qu'il y a des success stories, des benchmarks intéressants à regarder? Sur le type de rosé, nous, ce qu'on constate en local aussi, hein, les types de rosé provençal, de Provence progressent assez fortement sur plein de marchés à travers leur qualité organoleptique, l'art de vivre qui découle aussi des rosés de Provence. Donc voilà, on voit cette tendance-là depuis quelques années. Maintenant, sur des marques en particulier, d'autres marques en particulier qui ont des positionnements très ciblés, peut-être le relevé d'offres. Là, c'est vrai qu'on est sur des indicateurs, là, sur cette partie de l'observatoire, on est sur des indicateurs vraiment très généraux, très globaux. Peut-être l'autre partie de l'observatoire, plus ciblée sur un relevé d'offres, nous donnera des informations un peu plus précises. D'accord. Peut-être une dernière question qui reste encore qualitative. Sur les nouveaux pays producteurs, est-ce qu'ils font du rosé de type provençal? Alors, on avait fait, il me semble, Audrey, on avait fait un focus sur ces pays-là. Alors, pas sur l'année 2019, peut-être sur l'année 2018, je ne me rappelle plus, il ne me semble pas. Mais sauf si toi, Audrey, tu as la réponse en tête, mais sinon, c'est quelque chose qu'on peut regarder, essayer de retrouver. Mais non, il ne me semble pas. Oui, moi, de la même manière, je ne crois pas non plus. Alors, c'est vrai que sur ces nouveaux pays producteurs, et notamment d'Europe de l'Est, il y a une forte exportation également vers la Russie. Et je ne crois pas que il y ait une part importante de vin rosé clair, mais voilà, on va vérifier l'élément. Je pense qu'on le verra là aussi plutôt sur la partie relevé d'offres qu'on a faite en 2018. On pourra regarder un petit peu les caractéristiques des rosés qui étaient produits. Mais c'est vrai que là encore, sur cette partie de l'observatoire, c'est des éléments qui sont un peu difficiles à mesurer. Donc voilà, on pourra revenir vers vous avec ces éléments suite au regard sur le relevé d'offres. Et juste en termes d'observation, on voit que sur les marchés, l'Italie, pour ses vins exportés, est quand même dans une démarche de rosé assez claire, notamment aux États-Unis, alors que l'Espagne n'est pas dans ce profil-là. Et dans les autres pays, on sent que ça se cherche encore un peu. Et il y a une forte dépendance aux cépages qui sont présents dans les différents pays, qui ont été plantés, sur lesquels ils faisaient du rouge jusqu'à présent et sur lesquels ils se mettent à faire du rosé. Mais donc, on se retrouve avec des rosés à partir de cépages qui peuvent être très variés et donc qui donnent des profils très différents les uns des autres. Donc voilà, on voit un peu de tout. Il y a la tendance à l'éclaircissement général, mais au niveau organoleptique derrière, on voit un peu de tout. Oui, et juste pour compléter, effectivement, on voit que sur le marché, on reste encore sur des rosés assez foncés,
Voilà, donc c'est, comme on dit, c'est une dynamique qui va vers l'éclaircissement, par exemple, mais voilà, sur le marché au global, on est encore sur, en tout cas sur les derniers relevés d'offres, sur un marché qui reste assez sur des couleurs un peu plus foncées que ce que peuvent produire, par exemple, les rosés de la Provence. Si jamais on a fait le tour des questions du chat, peut-être, voilà, si vous avez quelques questions que vous voulez poser en direct, je vois qu'il est 11h58, on peut prendre voilà, 2-3 questions encore. De toute façon, on vous enverra, donc, comme on disait tout à l'heure, ces éléments de présentation. Et donc, si les questions, il y a pas mal de chiffres, si les questions viennent après, n'hésitez pas à nous contacter l'un ou l'autre. Et on vous apportera les réponses. Et puis, ça vous permettra de creuser peut-être quelques indicateurs qui vous intéressent, qu'on n'a pas présentés ici, et vous donner les infos. Une dernière question sur le chat technique qui porte sur la définition du rosé sec. Est-ce que vous la connaissez? C'est un rosé qui n'est pas sucré. Merci. Non, je ne suis pas sûr qu'il y ait de… On regarde les grammes de sucre dans le rosé, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une norme qui dit au-dessus de tel gramme, il est sec, au-dessous de tel gramme, il est sucré. D'ailleurs, il y a beaucoup de vignobles qui s'interrogent sur cette dimension-là. Je sais que nous, quand on regarde qualitativement l'observatoire, on regarde les rosés à moins de 4 ou 5 grammes, les rosés entre 5 et 10, les rosés entre 10 et 20 et les rosés à plus de 20. Et à moins de 5 ou moins de 10, on reste plutôt vers les secs, et puis au-dessus de 10, on passe au sucré. Je ne sais pas si vous m'entendez, Frédéric Hermine de Terre de Bain. Très bien. Je voulais juste préciser les exportations de rosé françaises, donc celles de Provence sont en forte augmentation. Est-ce que dans les autres régions, comme la Loire, je vois que Fred Gauthier est là aussi, ou le Languedoc avec Christophe qui est également là, est-ce qu'il y a aussi une hausse des exportations de rosé dans l'ensemble de leurs exportations de vins tranquilles, et également à destination majoritaire des États-Unis comme la Provence, ou d'une façon plus diversifiée? Je peux répondre rapidement. Pour le Languedoc-Roussillon, on parlait de success story, on parle nous souvent de Gérard Bertrand et du Côte de Rose. De façon plus générale, on pense que les États-Unis restent une de nos dynamiques très très forte, avec le Royaume-Uni également. Et ça se fait souvent en lien avec la Provence, qui a parfois un peu balisé le chemin pour nos exportations, parce qu'on a des profils organoleptiques qui sont toutes très proches, avec des cépages quasi identiques, avec le Cinsault et le Grenache en termes de construction de ces assemblages. Donc plutôt AOC que IGP à l'heure actuelle, nos dynamiques. Ok, merci. Fanny, je ne sais pas si c'est pour la Loire. Le Val-de-Loire, effectivement, le gros de nos exportations, ça reste du rosé tendre, comme on l'appelle chez nous, sucré, comme disait Brice, puisqu'on a plus de 10 grammes en moyenne, avec… on a un fort développement sur l'Australie, mais sinon, nos principaux marchés sont très clairement sur l'Europe, le Benelux et puis le Royaume-Uni. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez été très clair, Audrey et Brice. Il n'y a pas d'autres questions, Merci. manifestement. Très bien. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir terminer donc ce webinaire. Merci beaucoup.
à tous pour vos questions, pour votre écoute. Et voilà, on vous envoie en suivant. De toute façon, j'ai normalement toutes vos adresses mail si vous êtes bien inscrits. Donc voilà, je vous enverrai à la fois l'enregistrement, la présentation, enfin, ce PPT, et puis une synthèse. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.